l'inviolabilité du corps humain et ses exceptions. Alors, le principe d'inviolabilité du corps humain a été consacré en droit positif, d'abord par la loi du 29 juillet 1894 relative au respect du corps humain. C'est une question qui se retrouve aujourd'hui à l'article 16 du Code civil, qui dispose que, je cite, la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L'article 16-1 du Code civil de préciser expressément le corps humain est inviolable. L'objectif de ce dispositif, bien sûr, c'est de protéger le corps humain des atteintes de la part des tiers, qu'il s'agisse de l'État ou encore de la puissance publique. Alors, la question qu'on va se poser, c'est finalement comment imaginer ce dispositif dans notre droit, c'est-à-dire quelle est sa valeur juridique au-delà d'un statut qui, à ce stade de ma présentation, ne serait que législatif, et d'autre part, finalement, quelles sont les conséquences qui sont susceptibles d'y être attachées. Alors, tout d'abord, je pense que dans une première partie, il fallait revenir un peu sur l'historique de ce principe d'inviolabilité du corps humain. Ce principe d'inviolabilité du corps humain, en fait, va être consacré au rang constitutionnel par la décision du Conseil constitutionnel de 1994, donc loi de bioéthique, où le Conseil constitutionnel va affirmer, je cite, que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Donc cette production de ce principe en tant que principe constitutionnel s'inscrit dans cette démarche-là, au sens conventionnel du terme. Le principe d'inviolabilité du corps humain est rattaché à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui considère que ce principe est lié à la nature humaine. Alors, cette indisponibilité et cette inviolabilité du corps humain avait été dégagée historiquement par la Cour de cassation, avant même 1994, sur la question des conventions de mères porteuses, où finalement, la Cour de cassation, dans son arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991, avait considéré qu'on ne pouvait pas permettre cette atteinte et disposer de son corps humain. Ce qui, on en a fait découler un certain nombre de principes dès cette époque, comme le principe de non-patrimonialité du corps humain, la réglementation du don d'organes et du sang, ou encore la nécessité du consentement ici pour le prélèvement d'organes après le décès. Alors cette inviolabilité du corps humain, qu'il ne fallait pas trop ouvrir et ne pas en déduire qu'on devait parler de manière générale de l'indisponibilité, il fallait ensuite essayer de voir quelles sont ces exceptions à cette inviolabilité de notre corps humain. Alors, je crois que dans cette présentation à ceci, eh bien, l'idée, elle est assez simple, c'est que ces exceptions à cette inviolabilité se retrouvaient d'abord dans l'hypothèse où l'individu exprime son consentement. Le consentement qui doit alors être éclairé. Alors, typiquement, l'individu qui souhaite donner une partie de son corps, qui va permettre à la réalisation d'une opération, cette information éclairée devant être éclairée sur les risques, et y compris les risques exceptionnels. Je crois que là-dessus, vous pouviez reprendre un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment aux obligations que la Cour de cassation, avant le législateur, ont posées en matière d'opération.
Deuxième hypothèse, c'est ce qu'on appelle les interventions médicales d'urgence. Donc, lorsque l'individu n'a plus son consentement, parce qu'il est, par exemple, plongé dans une situation de coma, alors il peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain. Alors, l'urgence s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce, bien sûr, et l'enjeu, c'est qu'il existe normalement un diagnostic vital. Troisième hypothèse, qui pour moi, troisième exception, qui me semble nécessaire, mais qui n'en est pas vraiment une, je dirais, c'est les interventions judiciaires. Ces interventions judiciaires, c'est l'hypothèse où le tribunal va ordonner de procéder à un examen, étant entendu que la personne reste libre de refuser, par exemple le prélèvement sanguin ou le prélèvement salivaire, et il appartiendra alors au juge d'en tirer les conséquences. Ce ne sont pas vraiment des exceptions, à mon sens, à l'inviolabilité du corps humain, puisque précisément il y a une faculté de refus. Bon. Dernière exception, ce sont ce que j'appelle les interventions qui sont liées à la protection de la santé publique. Il est possible, au nom de la santé publique, de porter atteinte à l'inviolabilité du corps humain. Alors, c'est très relatif, là encore, puisque c'est l'hypothèse où vous allez être requis pour participer à une enquête. Bon. Mais cette réquisition, en quelque sorte, n'est pas une authentique réquisition, puisqu'elle est subordonnée au consentement de la personne. Ces exceptions ainsi présentées devaient être ensuite compensées, ça aurait été ma troisième partie, sur le cadre, ici, de ces atteintes. D'abord, le respect, première limitation, c'est le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine. Et on voit bien que cette inviolabilité du corps humain va couvrir tout le cycle de la vie, au stade de la gestation, effectivement, lorsque l'être humain n'est pas encore né, eh bien, cette inviolabilité du corps humain explique une délimitation quant à la possibilité de procéder à des expérimentations, notamment sur les cellules souches, sur l'embryon. Sur l'être humain, naturellement, eh bien, il faut respecter l'exigence de dignité de la personne humaine, ce qui explique notamment que l'individu puisse être limité dans la libre disposition de soi. Je ne reviendrai pas ici sur le célébrissime épisode du lancer de nain. Et enfin, même au-delà de la mort, eh bien, l'inviolabilité du corps humain signifie que l'individu est libre de refuser qu'il soit porté atteinte à son corps, même si le législateur nous a fait de nous tous eh bien, des donneurs d'organes, nous avons toujours la possibilité de le refuser. On a renversé la présomption, mais on n'en a pas pour autant marqué un renoncement à notre dignité, puisque nous avons ici la possibilité de le refuser. Et puis, deuxième chose, deuxième limite, c'est le respect global de nos autres droits fondamentaux, avec cette idée de la libre disposition de soi et de la nécessaire information des individus. On comprend dans ce contexte que l'inviolabilité du corps humain est une question cruciale, qui pose la question, et ça serait mon ouverture, de l'euthanasie. Si l'euthanasie, effectivement, en France est refusée à ce stade, c'est précisément parce que il y a une inviolabilité, il y a la question de la volonté de l'individu d'y recourir. Et j'en profite pour faire une rapide parenthèse sur le podcast de l'ISP que j'avais fait sur la fin de vie, où en 30 minutes j'expliquais tous les enjeux, mais l'idée, elle est simple, c'est l'euthanasie est censée être un acte voulu, mais elle pose toujours la question de savoir, et si l'individu n'était pas en état d'exprimer son consentement, peut-on lui imposer ici cette euthanasie? Et se pose alors également aussi la question de l'arrêt des traitements. Pour moi, on pouvait typiquement dans ce sujet se dire, après tout, je vais faire un focus sur
l'euthanasie, la fin de vie, etc. C'est-à-dire que ici j'ai proposé un plan, la consécration, les exceptions à cette inviolabilité, le cadre de ces exceptions, donc une approche totalement transversale. On aurait pu avoir une approche totalement anthropomorphique qui serait au stade de la conception de l'individu, donc au stade de l'embryon des cellules souches, qu'est-ce qui se passe? Au stade de l'existence humaine, comment ça se passe? Au stade de la fin de vie et de l'après-fin de vie. Et ça aurait été tout à fait aussi possible. Ça rentrait plus dans ce cas-là dans une approche qui était peut-être, à mon avis, plus spécifiée et plus orientée, on va dire, santé publique. Mais c'était vraiment possible, et je crois que on voit bien qu'on ne veut pas s'enfermer là-dessus. Alors, moi, l'avantage du plan que j'ai développé ici, c'est qu'il revenait sur l'inviolabilité et ses exceptions, ce qui me permettait, à mon sens, de montrer la grande dynamique de ces droits fondamentaux. Bon courage à vous. Alors, les obligations des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il fallait mettre d'abord dans l'introduction? Alors, je crois que dans l'introduction, la première chose à faire, c'était d'essayer de définir ce qu'est le fonctionnaire et par opposition aux autres agents de l'administration. Alors, le fonctionnaire, au sens courant du terme, finalement, c'est quelqu'un qui occupe un emploi permanent dans une administration publique. Alors, l'idée, elle est simple, c'est que le fonctionnaire est un individu qui va contribuer le plus souvent à une activité de service public. Dans les principaux manuels de droit de la fonction publique, on définit le fonctionnaire de la manière suivante, c'est quelqu'un qui est employé par un organisme public, même s'il existe aujourd'hui des fonctionnaires dans des organismes privés, encore une fois, affectés à un service public et sous un régime de droit public. Les fonctionnaires se classent en 3 catégories, les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Je crois que ce sujet était intéressant parce que était entré en vigueur le 1er mars 2022 le Code général de la fonction publique, qui était une codification à droit constant des dispositions qui se retrouvaient dans les 3 grandes lois du statut général de la fonction publique. Alors c'est arrivé le statut général, puis ensuite 3 lois derrière, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Et alors, une fois qu'on avait dit ceci, je pense que c'était intéressant de dire, la DGFP, la Direction Générale de la Fonction Publique, avait donné ses principaux chiffres, et on voyait qu'il y avait 5,4 millions de fonctionnaires et agents publics, dont aujourd'hui à peu près 900 000 contractuels. Et la question qui se posait dès lors était quelles sont les obligations de ces fonctionnaires. Alors, pour ma part, je crois que c'était intéressant d'essayer d'opter pour un plan qui consisterait à distinguer les obligations dans l'exercice des fonctions et les obligations en dehors de ces fonctions. Et d'envisager, pourquoi pas, une 3e partie sur les sanctions qui peuvent être liées au manquement à ces obligations. Alors, dans l'exercice de ces fonctions, c'est la règle dite du service fait, c'est la première obligation, de faire son service. Là-dessus, je préciserai que cette règle du service fait signifie qu'il faut l'accomplir pleinement, c'est-à-dire que même si la délégation est possible, eh bien l'agent doit continuer de pouvoir avoir un cœur de tâche, c'est pour ça d'ailleurs que les délégations sont publiées, etc. Donc pleinement, première chose. Ensuite, 2e caractéristique, l'agent public doit exercer en principe ses fonctions exclusivement. C'est le principe du non-cumul, même si là encore des aménagements ont été réalisés au fur et à mesure du temps sur le cumul avec les activités artistiques et culturelles, la gestion des biens des agents qui n'est pas soumise, et fort heureusement,
si vous mettez de l'argent sur votre livret, vous n'êtes pas obligé de le déclarer à l'administration, etc. Mais on a vu se multiplier ici des exceptions, notamment sur le lancement d'une activité entrepreneuriale, la reprise d'une activité difficile, l'exercice d'une activité libérale, etc. Donc, pleinement, il doit l'exercer en principe exclusivement. Troisième chose, l'agent public doit exercer ses fonctions publiques de manière désintéressée. On voyait bien que l'actualité législative avait renforcé ici les obligations déclaratives dans les hypothèses de cumul de fonctions, avec l'intervention éventuelle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou encore le rôle de la déontologie. Donc, on comprend que la première règle, c'est la règle du service fait. Deuxième obligation, bien sûr, qui pèse sur les agents, c'est l'obligation d'obéissance hiérarchique. Cette obligation d'obéissance hiérarchique signifie que l'agent public doit exécuter les ordres et se conformer aux lois et aux règlements. Alors, cette obligation d'obéissance hiérarchique connaît, bien sûr, des exceptions, qu'il s'agisse bien sûr des faits de harcèlement sexuel, qu'il s'agisse des ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. En clair, on pouvait retrouver des hypothèses d'exception à cette obligation d'obéissance hiérarchique. Donc, votre agent fait son service, votre agent obéit aux ordres qui lui sont donnés. Troisième obligation, je dirais, c'est une obligation de neutralité de l'agent public. Cette neutralité de l'agent public s'entend comme une neutralité religieuse, politique, philosophique, etc. Et je crois qu'il était intéressant ici de revenir sur, justement, le fait que pour les fonctionnaires, il n'y avait pas de débat. Ça avait toujours été écrit dans le statut général de la fonction publique. Alors on pouvait, si on le souhaitait, dire, bon, vous savez, on a clarifié pour les autres agents, notamment les contractuels, avec la loi du 24 août 2021 sur le séparatisme. Mais c'était à côté du sujet. Le sujet, c'était les obligations des fonctionnaires. Et du coup, il me semble que cette obligation de neutralité devait être mise en avant au regard du principe d'égalité devant le service public. Donc ça, c'était pour moi les obligations qui sont avant tout liées à l'exercice de ces fonctions. Maintenant, en dehors de l'exercice de ces fonctions, l'agent est soumis à des obligations. D'abord, des obligations de secret et ou discrétion professionnelle. Le secret professionnel, dans l'hypothèse où cela est soumis par la loi, bien sûr, mais aussi des obligations de discrétion professionnelle. Cette discrétion professionnelle qui concerne tous les agents, qui signifie qu'il ne peut pas faire connaître, en dehors des cas prévus par la loi, des informations dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. Alors, une fois ceci affirmé, il me semblait quand même assez intéressant de relativiser cette affirmation en disant, effectivement, l'agent peut déroger à ceci, notamment lorsque on se retrouve dans une situation de lanceur d'alerte, avec l'apport de la loi de 2022 sur le lanceur d'alerte et l'intervention ici du DDD, du défenseur des droits, qui peut guider l'agent qui souhaite lancer ici une alerte. On voit également, deuxième obligation, c'est que, en dehors de ses fonctions, l'agent est tenu à une obligation de réserve. Cette obligation de réserve va contraindre le fonctionnaire, dans la liberté d'expression qui est la sienne, d'observer une retenue dans l'exercice de ses opinions. Et là-dessus, il me semblait intéressant de revenir sur la jurisprudence Tessier et de dire, oui, c'est du cas par cas, c'est du tricot. Il va falloir regarder le niveau hiérarchique de l'agent, le degré de diffusion de l'information, la véhémence du propos, le statut de l'agent. On n'aura pas la même
pour le même positionnement sur un leader syndical qui s'exprime sur un groupe WhatsApp privé que s'il vient à publier ceci dans un média national. Bon. On comprend du coup qu'en dehors de ses fonctions, l'agent est tenu effectivement à cette obligation. Ajoutons également que, et je les regrouperai même s'ils n'ont pas forcément un lien direct, enfin pas systématiquement, une obligation de dignité et de probité. La dignité signifiant que le fonctionnaire ne doit pas, par son comportement, porter atteinte à la réputation de son administration, être pris par exemple dans une situation d'état d'ébriété générant un scandale public, ou encore une obligation de probité. Il ne doit pas utiliser ses fonctions pour en tirer un quelconque avantage personnel. Bon. Mais ces deux obligations sont en quelque sorte, et c'est pour ça que j'aurais souhaité terminer par là, transverses, c'est-à-dire qu'elles vasent bien sûr dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi en dehors de l'exercice de ses fonctions. À noter enfin, et ça serait mon mot de conclusion sur ce sujet, que la violation de ces obligations est susceptible d'engager la responsabilité de l'agent public, aussi bien au plan pénal qu'au plan disciplinaire, le cas échéant. Alors, au plan pénal, si une infraction est caractérisée, bien sûr, et au plan disciplinaire, étant précisé ici que l'administration dispose encore, le plus souvent, d'un pouvoir souverain dans l'engagement des poursuites disciplinaires.